Europe 1. Europe 1, il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Cohen. 30% de parlementaires en moins, c'est-à-dire 170 députés et 100 sénateurs qui disparaîtraient. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? Moi, je ne suis pas du tout opposé, mon groupe n'est pas du tout opposé à une baisse du nombre de députés et du nombre de sénateurs. Il faut que ce soit bien clair. On ne peut pas réduire la révision constitutionnelle à un simple chiffre, un simple nombre. Il faut savoir à quoi cela sert. Est-ce que ça sert uniquement à Emmanuel Macron pour concentrer un peu plus les pouvoirs dans la main du président de la République, ou est-ce que ça sert aux Français pour traiter des déséquilibres que l'on connaît? Aujourd'hui, on a un problème en France, c'est une fatigue démocratique, c'est-à-dire une crise de la confiance. Moi, je pense que cette approche quantitative, si on doit faire des efforts, on doit les faire, on les fera, mais pas au détriment des départements, des territoires qui sont les plus faiblement peuplés. Donc je pense qu'on doit pouvoir trouver un bon chiffre qui permette de baisser le nombre de députés et de sénateurs, mais aussi donner une voix aux territoires, notamment ruraux, villes moyennes et aux petites villes. Un bon chiffre, c'est-à-dire un peu au-dessus de ce qu'a proposé Édouard Philippe, c'est ça que vous dites, Bruno Retailleau? Parce que je rappelle que ce qu'il a proposé, c'est moins que ce que proposait François Fillon, qui voulait descendre à 400 députés et seulement 200 sénateurs, alors qu'Édouard Philippe propose d'en maintenir 244. Vous ne me gênez pas du tout, puisque c'était un de mes points de désaccord avec François Fillon. Je le lui avais dit, et donc je ne me sens pas du tout engagé sur ce point-là, d'autant moins d'ailleurs que François Fillon, en outre, n'avait pas proposé l'introduction de la proportionnelle, que ce soit bien dit. Mais moi je considère que on demande des efforts aux Français, et bien les élus peuvent aussi en faire. Simplement, je veux qu'on puisse préserver, notamment sur les départements les moins peuplés, une juste représentation. Pourquoi? Donc un député, un sénateur par département, c'est ça? Oui, mais le moins possible. Aujourd'hui, on a 7 départements uniquement qui n'ont qu'un élu, qu'un sénateur. Et avec ce chiffre-là, on quintuplerait sans doute. Or, lorsque vous aurez beaucoup de départements avec un seul élu, les élus, finalement, n'apparaîtront plus aux inaugurations. Ils ne seront plus capables de recevoir des gens parce qu'il y en aura beaucoup. Et on va alimenter la crise de la confiance. Les gens diront, mais on ne les voit plus. À quoi servent-ils? C'est ça qu'on veut éviter. Est-ce qu'on veut traiter la crise de la défiance ou est-ce qu'on veut alimenter cette crise? Vous voyez qu'on n'est pas du tout fétichiste. Simplement, ce que l'on dit, c'est que la loi des nombres n'est pas la loi des hommes. Voilà. Et la crise de confiance est une crise aussi de l'éloignement des gens par rapport aussi aux élus et au centre de décision. Il faut bien fixer un nombre, Bruno Retailleau. Si on veut diminuer le nombre de parlementaires, il faut fixer un nombre, 30%. Eh bien, ce nombre n'est pas le bon et il faudra que, dans le cadre du débat... C'est celui que souhaitait Gérard Larcher. C'est un terrain d'entente qui a été trouvé entre l'exécutif et le président du Sénat, semble-t-il. Écoutez, je pense que je le connais bien, je le vois, on discute chaque jour. Voilà. Et à la sortie de l'Élysée, je l'ai appelé et m'a dit « Jamais je n'ai donné mon accord sur ce nombre-là. On peut, encore une fois, baisser substantiellement le nombre, mais en préservant la capacité de la France périphérique, celle qui est toujours oubliée, abandonnée, avec des déserts médicaux, avec des zones blanches, où on reçoit mal Europe 1, parfois aussi. Donc que ces territoires-là soient défendus par des élus, qui soient enracinés. C'est tout ce que l'on demande. Est-ce qu'on en demande beaucoup? On ne le demande pas pour nous, on le demande pour les territoires qu'on doit représenter. La dose de proportionnelle, 15%, c'est-à-dire 60 députés sur 400, là, il semble bien que c'est ce qu'a obtenu Gérard Larcher, le président du Sénat. Pardon de le citer encore, mais c'est vrai que cette réforme s'est faite avec beaucoup de discussions, d'aller-retour entre Gérard Larcher et l'exécutif. François de Rugy souhaitait 30%, Bayrou 25%, finalement c'est 15%. Vous dites non, là aussi, Bruno Retailleau? Nous, en tout cas, ce que l'on dit, les gaullistes sont assez hostiles à la proportionnelle, puisque le général de Gaulle nous en a débarrassé. C'était la marque de la 4e République qui voyait se succéder tous les ans, ou même moins, des gouvernements, notamment et à cause de la proportionnelle. Et on a bien vu en Italie, en Espagne, on a bien vu en Allemagne, les risques d'instabilité que cela causait. Donc on est très prudent sur la proportionnelle. Le moins il y en aura, le mieux cela vaudra. 60 députés sur 400, ça ne met pas en péril une majorité. Mais ça permet une représentation de toutes les forces démocratiques à l'Assemblée nationale. Justement, certains parlent de gadgets, d'autres parlent d'aumône. On voit bien que ça ne satisfait personne. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron tient absolument à la proportionnelle? Parce qu'il a dealé au moment des présidentielles, c'est l'accord du 22 février, pas du 22 mars 68, mais du 22 février, il a dealé avec M. Bayrou. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on serait, nous, les greffiers de ce marchandage entre M. Macron et M. Bayrou au moment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'il pourra y avoir un terrain d'entente au Sénat, Bruno Retailleau, ou est-ce que vous dites non à tout et à toutes les réformes qui viennent du gouvernement ?
Vous pouvez examiner les votes que j'ai faits, que mon groupe a fait depuis le début de la législature. Vous verrez que nous avons voté beaucoup plus de textes que nous en avons rejetés. C'est pas l'impression produite dans le débat public par les prises de parole des responsables du parti Les Républicains. Non, parce que le débat public, parfois, il est schématique. Et je veux vous dire aussi que les journalistes aiment les réponses courtes. Oui. Et que c'est difficile parfois de développer une pensée. Certains de vos dirigeants aussi, Bruno Retailleau. Quand Laurent Wauquiez déplore, comme il l'a fait il y a quelques jours, qu'on n'ait pas voté la déchéance de nationalité, alors que c'est la droite sénatoriale qui a refusé, qui a fait capoter ce projet de réforme. Eh bien, je dis que dans le Code civil, il y a l'article 25 et l'article 23-7 qui permettent une déchéance de nationalité dans certaines conditions. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au Sénat, tel que est le texte, je vois mal les sénateurs LR le voter. Mais il va y avoir le débat parlementaire. Et je pense qu'au débat parlementaire, on peut bonifier, on peut améliorer le texte. Si le gouvernement est bloqué, je pense que ce sera l'échec. Si le gouvernement écoute, je pense qu'on peut progresser. Il y a un verrou aussi dont vous disposez pour la partie constitutionnelle du projet de loi, avec des mesures assez consensuelles, la suppression notamment de la CJR, la Cour de justice de la République. Là, il y aura pas de problème où il y aura un deal, il y aura on a des convergences. Simplement, ce que nous avons dit, il y a 3 textes: le texte constitutionnel, le texte organique et le texte, la loi ordinaire. Et on ne veut pas de vente à la découpe. J'entendais Aurélie Herbemont ce matin. On veut, si j'ose dire, une vue d'ensemble. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un accord qui soit global. Mais il y a beaucoup de points sur lesquels on converge sur l'aspect constitutionnel. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une posture pavlovienne d'opposition. Ouais. On essaie d'être intelligent et on essaie de veiller aux intérêts des Français. Voilà, il ne suffit pas de dire on coupe des têtes pour rendre heureux la France et pour régler tous les problèmes des Français. J'ai bien compris, Bruno Retailleau, s'il n'y a pas d'accord sur le reste, notamment sur le nombre de parlementaires, vous pourriez bloquer la partie constitutionnelle de la réforme. Absolument, il faut un accord d'ensemble, puisque d'ailleurs le Premier ministre, en présentant les 3 textes hier, a montré que c'est une seule et même réforme. C'est lui qui le dit, c'est pas nous, c'est lui qui l'a présenté ainsi comme une réforme globale. La SNCF, c'est un conflit qui n'est pas classique. Il y a là la mutation d'une grande entreprise publique, d'une certaine manière la fin du dernier monopole d'État. Est-ce que vous soutenez le gouvernement dans le mouvement qui a été engagé, Bruno Retailleau ? Je soutiens la réforme. J'ai été président de région. J'ai dû gérer des TER, vous voyez, et j'en avais marre, moi, quand je recevais des dizaines et des dizaines de lettres de clients, d'usagers qui étaient mécontents parce que j'avais des trains qui n'étaient pas ponctuels, parce qu'ils étaient simplement supprimés, parce qu'on ne trouvait pas de conducteurs. Vous vous rendez compte ? Donc il faut améliorer la qualité de service qui s'est dégradée. Par conséquent, il faut aussi adapter cette entreprise publique. Elle doit rester publique. Je sais que les cheminots sont attachés à leur métier, j'en connais beaucoup, et moi j'ai du respect pour eux. Simplement, il faut comprendre qu'à un moment donné, on ne peut pas nous dire on va vous faire concurrence avec les cars Macron par la route et par le bus, et ne pas envisager une concurrence, une ouverture à la concurrence sur le rail, parce que on est en train de perdre des parts de marché, si j'ose dire, du rail par rapport aux autres modes de transport, notamment avec le covoiturage. Mais là aussi, pourquoi on entend beaucoup de vos collègues et les dirigeants du parti Les Républicains parler de réformettes ou de choses qui ne vont pas dans le bon sens. Ce qui nous a troublés, je vais vous dire, essayons d'être objectifs, essayons de raisonner. Madame Borne, hier ou avant-hier, a déposé 16 amendements à l'Assemblée nationale. Ces 16 amendements, c'est pour trouver des dérogations à cette mise en concurrence. Donc il faut que le gouvernement nous dise s'il veut céder, s'il veut une vraie mise en concurrence ou s'il veut tergiverser. C'est ce qui a troublé un certain nombre de nos collègues, et on sera là pour vérifier, si j'ose dire, que la réforme est une réforme pleine et entière et qu'elle va dans le bon sens. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous a souvent habitués à toucher à beaucoup de réformes à la fois, mais à multiplier le nombre, mais à oublier la profondeur des réformes. Il faut de vraies réformes aussi. Que répond l'ancien président de région que vous êtes, Bruno Retailleau, à ceux qui disent on confie... on se défait, la SNCF, l'État va se défaire des petites lignes sur les régions pour mieux les voir disparaître. Et les régions vont faire disparaître les lignes non rentables demain soumises à la concurrence. Oh, les lignes rentables, vous n'imaginez pas le nombre de lignes, il faut toutes les faire disparaître. Là, il y a très peu de lignes rentables. Moi, j'ai lutté pour l'aménagement du territoire, je luttais et je finançais la rénovation de lignes justement pour ne pas abandonner ce mode de transport qui est important. Et l'aménagement du territoire, vous savez, depuis 10 ans, qu'est-ce qu'on a comme idée de l'aménagement du territoire en France ? C'est le Grand Paris, et en plus
c'est un grand échec. Et on a oublié tout le reste de la France. Et les petites lignes doivent, à certaines conditions, évidemment, d'une transformation, d'une modernisation, d'un meilleur service, elles doivent pouvoir justement trouver leur place. Donc les Français peuvent faire confiance aux régions et aux conseils régionaux pour le maintien du maillage territorial du réseau ferroviaire. Je peux vous dire que c'est la dernière digue. Je peux vous dire que vous enlevez justement ces élus locaux qui sont des élus régionaux, donc ayons un peu aussi de respect pour les élus, eh bien c'est terminé, il n'y a plus de petites lignes, ça je peux vous le dire, il n'y aura plus de financement, il n'y aura plus de trains qui circuleront et donc il n'y aura plus de trafic et de clients pour les emprunter. David Doucan du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. David. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour David Doucan. Une question à l'élu de Vendée que vous êtes. Le gouvernement avait annoncé que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes devait être évacuée juste après la fin de la trêve hivernale. Cette trêve hivernale est derrière nous. Il semble que le gouvernement prépare l'évacuation, mais ma question est simple, est-ce que vous y croyez? Ou bien est-ce que selon vous, les zadistes resteront indéfiniment sur cette ZAD? Moi, ce que je peux vous dire de la façon la plus ferme, c'est comme à Bure, vous aurez des images aux 20h. Vous aurez des images avec 2000 policiers, casqués, etc., avec des gens échevelés qui seront reconduits, mais ça ne réglera rien. De toute façon, les zadistes, ils ont gagné, David Doucan. Ils ont imposé au gouvernement de la France, ils ont imposé aux Français leur loi, la loi de la violence, la loi de l'illégalité. Et donc, c'est terminé, il n'y a plus Notre-Dame-des-Landes. Il y avait eu un référendum, une consultation publique gagnée pour les oui. Mais il y avait eu sur ces terres, c'est ça ce qu'on un certain nombre vont rester, puisque l'État est en train de donner des permis d'occupation à un certain nombre d'anciens zadistes. Donc ils vont essayer de faire le tri, on va bien voir, mais d'ores et déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République et son Premier ministre ont cédé, ont capitulé en rase campagne devant cette violence, devant ces occupations illégales. Et malheureusement, il n'y avait pas de plan B. On voit bien aujourd'hui, Nicolas Hulot nous avait dit non, il va y avoir, c'est très facile, et on voit qu'il y a d'énormes difficultés sur Nantes-Atlantique, donc on va essayer de les résoudre, parce que moi je ne me résous pas à l'abandon de ma région, qui est une des plus dynamiques économiquement de France. Mais d'ores et déjà, on peut dire que même s'il y a de belles images, dans quelques jours, et il y en aura, vous serez servis, les Français seront servis, mais tout ça sera finalement une mise en scène. Le plus important, c'est que l'État aura baissé pavillon. Un tout dernier mot, Bruno Retailleau, comme président de Force républicaine, l'ancien mouvement de François Fillon, vous avez repris, vous avez présenté des propositions européennes qui sont très différentes de celles de votre parti, les Républicains, de celles de Laurent Wauquiez. Il y a une voix Retailleau au sein du parti Les Républicains. Vous cherchez à nous opposer absolument. Non, on trouvera des convergences sans problème. Simplement, les prochaines élections européennes, ce sont les élections de la dernière chance. Il y a eu le Brexit, il y a toutes les insurrections électorales en Italie, en Autriche, en Allemagne, 55% au premier tour. En France, de la présidentielle, c'était pour des candidats qui étaient très eurosceptiques ou anti-européens. Il y a une voie entre l'europhobie de Madame Le Pen, l'eurolatrie de Monsieur Macron. Je pense qu'il y a une voie qui sera une voie concrète pour faire vraiment avancer l'Europe, parce qu'on a besoin de l'Europe. Le monde est menaçant. Il y a le terrorisme islamiste, il y a le retour des vieux empires. On entendait l'Iran, la Russie, la Chine, etc. ce matin. Et il faut donc une réponse continentale à ces menaces qui sont de plus en plus pressantes. Et nous avons donné 30 propositions pour faire avancer l'Europe, mais dans le respect de la France et de la souveraineté des peuples. Merci Bruno Retailleau d'être venu ce matin au micro d'Europe 1 en direct.